C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de FIM FM. Bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Avec moi dans cette émission de ce mercredi, Idrissa Sompari. Bonsoir Sompari. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Talibé Bari. Bonsoir à M. Bangoura, bonsoir à tous. Du côté de la technique Tidjana Kamara, Ibrahima Silla, ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission. Bienvenue une fois de plus dans Talk Politique. À la une politique, l'opération de récupération du patrimoine bâti de l'État engagé par le gouvernement de transition se poursuit. Elle vient de toucher une autre personnalité du régime déchu et deux anciens ministres, le colonel Moussa Keboro Kamara, le directeur des services spéciaux, Ibrahima Bangoura, ex-ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire, Naman Keita, ex-ministre délégué à la santé, sont sommés de libérer leurs résidences respectives situées à Dixina. La sommation interpellative de libérer les lieux a été prise lundi par le directeur général du patrimoine bâti public. Une décision qui intervient alors que au moment où on nous parle de la mise en place de la commission interministérielle chargée de récupérer les biens de l'État. Cette commission qui vient d'être mise en place n'a même pas pris forme. Les autorités sont-elles en train de mettre les charrues avant les bœufs? C'est la question que nous posons dans cette émission. Dans un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale, le chef d'état-major général des forces armées s'insurge contre les militaires qui continuent d'assurer le rôle de garde du corps des particuliers, des personnes physiques. Dans le dit communiqué, le colonel Sadiba Koulibaly rappelle que malgré les mises en garde et communiqués interdisant la garde de ces personnes physiques par le personnel militaire, certains continuent à violer cette interdiction. Au regard de ce constat, donc, le chef d'état-major des armées a instruit tous les chefs des états-majors terre, mer et air qu'à partir du lundi prochain, tout militaire pris en flagrant délit sera arrêté et déféré devant le tribunal militaire. Les nouvelles autorités sont-elles dans la dynamique de redorer l'image de l'armée guinéenne? On pose le débat dans cette émission. Autre sujet dans Talk Politique, c'est une scène surréaliste qui s'est déroulée au quartier Bonfi, Maké Touré, dans la commune de Matam dimanche dernier. Yari Touré, mère de famille, aurait été tué par son beau-frère, un militaire du bataillon Gangan, de retour de mission au Mali. Elle aurait reçu une balle de ce dernier qui lui sera fatale 24 heures après avoir été évacuée d'urgence dans une clinique, puis au CHU Ignace Dine. Elle succombera à ses blessures le lundi dernier. Le militaire accusé d'avoir commis ce crime qui était porté disparu a été arrêté et déposé au PM3 de Matam. Pour parler de ce sujet, nous aurons au bout de fil Monsieur Souma Laï, Nabi Laï Moussa. Il est activiste de la société civile et puis cousin de la défunte. Après la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, une commission interministérielle qui sera chargée de récupérer les biens de l'État a été mise en place mardi par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Quelles sont les catégories de biens dont dispose l'État? Quels sont ceux qui doivent être récupérés? Les ministres sont-ils ceux qui sont censés exécuter cette décision? C'est entre autres questions que nous poserons à Monsieur Moussa Samora. Il est juriste, il est notre invité dans à bâton rompu. Enfin, on vous donnera la parole pour vous exprimer sur l'interdiction faite aux militaires de ne plus assurer la garde des personnes physiques. Place à présent à la une politique. La une politique, on commence par ce tout premier sujet concernant la récupération du patrimoine bâti public, bâti de l'État. Et bien, après Damaro, Djané et Nantou, c'est au tour du colonel Moussa
Kegboro Kamara et 2 anciens ministres de quitter leur résidence. Ils sont sommés de libérer les lieux. Mais la question, on s'interroge sur cette démarche car on nous a appris hier que désormais, il existe une commission chargée de récupérer les biens. La question, Talibé, est-ce que les autorités ne sont pas en train de mettre les charrues avant les bœufs? Merci beaucoup. Je pense que cette sommation interpellative donc, qui s'adresse au secrétaire des services spéciaux Kegboro et à 2 anciens ministres, je pense que ce sont et la commission interministérielle de récupération des biens, je pense qu'il y a une séparation. Il y a une séparation là, distincte. Il y a une séparation distincte. Damaro, vous l'avez vu, le cas Damaro avait suscité des sentiments partagés au sein de l'opinion. Certains estimant que la façon dont on l'a amené à libérer la villa qu'il occupait à la minière était une façon cavalière qui ne respectait pas non seulement la personne de Damaro, qui ne respectait pas ses droits, mais qui par ailleurs donc avilissait un peu sa personnalité. Et il y a eu aussi un peu la façon dont comment dirais-je, Mohamed Diané, l'ancien ministre du budget Ismaël Djoubaté ont été sommés donc de libérer leur domicile, les domiciles donc qu'ils occupaient au titre de leurs fonctions respectives. Donc aujourd'hui, est-ce que on se pose la question chez Diané et chez Ismaël, c'était des pick-up de gendarmes et de policiers qu'on avait vu débarquer et avec donc une sommation verbale, vous libérez d'ici à 48 heures ou à 24 heures. Et Damaro également parce qu'on n'a pas vu un acte comme celui émis cette fois-ci par le directeur du patrimoine bâti. Est-ce que on leur avait adressé un tel document qui n'ont pas voulu montrer à la presse? Jusqu'à preuve du contraire, on va dire non, parce que ça n'a pas fuité dans la presse. Alors aujourd'hui, on demande donc cette sommation interpellative donc faite par le directeur du patrimoine bâti. Ça semble indiquer qu'il y a justement un souci désormais d'y mettre la forme. Parce que ça a été, il faut rappeler, ça a été dénoncé ici, surtout le cas de Damaro. Donc, est-ce qu'on peut dire que les autorités sont en train maintenant de respecter les voies normales? Est-ce que, comment dirais-je, donc, ils ont appris de nos critiques et de nos suggestions pour que désormais ils se mettent en obligation de procéder ainsi à travers donc ces sommations interpellatives. Est-ce que justement désormais il en sera ainsi pour tous ceux en fonction qui ont occupé des bâtiments de l'État mais qui tardent encore à les libérer après leur départ de leurs fonctions respectives. Ça, c'est quelques angles d'analyse. Maintenant, en ce qui concerne les 3 personnalités, Kegboro et les 2 anciens ministres, Ibrahima je crois, qui était... Oui, Ibrahim Bangoura, ex-ministre de la ville et de l'aménagement du territoire. Et Naman, je crois, c'est ça? Oui, Naman qui a été ministre délégué à la santé. En fait, là aussi, il y a 2 situations distinctes. Il y en a un, Kegboro, qui est encore en fonction. Effectivement. Et qui n'a pas été démis de ses fonctions. Est-ce que... qu'est-ce qui ferait qu'on l'oblige, qu'on le contraigne à quitter ce domicile? Est-ce que c'est parce que, certes, tout puissant secrétaire, en tout cas chargé des services spéciaux, il n'avait pas droit à un bâtiment de fonction? Est-ce que c'est ça le hic? Est-ce que, parce que vous avez vu cette villa qu'il occupe non loin un peu de la résidence de la première dame du côté de l'ancienne première dame du côté de l'Andrea, est-ce qu'elle est trop spacieuse
pour sa personne, parce que c'est une grande villa, on se pose des questions. Ou est-ce que il serait déjà tombé en disgrâce au point que même avant son limosage, on estime que voilà, il n'a pas le droit d'y être. Et par contre, les deux autres, c'est les anciens ministres. On est surpris que par exemple, et là aussi il faut distinguer deux situations. Ibrahima Bangoura a quitté son poste depuis des lustres. Oui. Pourquoi il continue encore à occuper un bâtiment de l'État? Et Naman était, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à la chute du régime Alpha Condé, conseiller à la présidence de la République. Donc vous avez vu, c'est tout un... c'est-à-dire qu'au cas par cas, les situations sont particulières d'un individu à un autre. Bien. Toujours est-il que, voilà, je pense qu'il faut séparer cette opération qui consiste à déloger d'anciens hauts cadres ou de hauts cadres en activité de l'opération de récupération des biens de l'État. Bien, voilà, merci pour ces précisions. Alors là, on va s'intéresser plutôt à cette forme s'emparer. On a tous dénoncé ce qui est arrivé à Damaro. Beaucoup disaient que la forme n'y est pas, mais cette fois-ci, c'est le directeur du patrimoine bâti qui, quand même, demande à ce que ces hautes personnalités quittent leur résidence. Ça veut dire que maintenant les autorités envisagent de respecter les voies légales. Bon, je crois que pratiquement j'ai vu Talibé traverser tous les angles de mon regard par rapport à ce sujet. Excusez-moi, mon ami Cathy m'envoie un message indiquant que Naman est président du conseil d'administration de la SEG. Ah oui. Et donc, ça n'a pas changé puisqu'il n'y a pas eu un décret. Il est toujours en fonction, il est toujours fonctionnaire. On s'interroge. Donc, ça veut dire, mais est-ce que pour autant, il doit continuer à garder la résidence qu'il a occupée en qualité de ministre? En qualité de ministre, c'est la question à se poser. Oui, bien sûr. Ouais, comme je le disais, j'ai dit que pratiquement j'ai vu Talibé traverser pratiquement tous les angles par rapport à ce sujet. Je vais couper la langue alors. Oui, naturellement. Parce que il faut quand même dire que, comme vous l'avez souligné, il y a cette préoccupation désormais à respecter un peu la forme, parce qu'au début on pouvait dire que c'était lié peut-être à des réactions émotives des nouvelles autorités qui voulaient, à mon avis, faire payer et à un certain nombre donc, de ténors du pouvoir dessus. On a même parlé de chasse aux sorcières et tout, par rapport à ces démarches antérieures. Moi, je n'utiliserai pas la chasse aux sorcières parce que... beaucoup le disaient, l'opinion. Non, je suis d'accord. J'ai dit moi, je ne vais pas l'utiliser en quelque sorte parce que s'il y a quand même de nouvelles autorités et que ceux qui étaient là ne sont plus en quelque sorte aux affaires, à mon avis, ils devraient déjà s'attendre à libérer les bâtiments qu'ils occupent parce que ces bâtiments sont quand même destinés à un certain nombre de responsabilités et qui profitent de ces avantages. Et une fois de plus, Talib l'a évoqué, il y en a qui, par rapport à cette deuxième démarche qui a été engagée, il y en a qui sont en fonction. Et d'autres naturellement ne sont plus ministres. Forcément, je crois que cette culture qui fait que certains prennent les biens de l'État comme des propriétés privées doit quitter en quelque sorte. On ne doit pas attendre qu'on te tende la perce de quitter un domaine qui appartient à l'État une fois que tu n'es plus en fonction. Mais puisque tout cela est dû à une certaine culture qui s'est imposée depuis le temps, c'est culturel. Il y en a qui ont bénéficié donc de ces avantages-là qui, d'ailleurs, en ont fait des biens privés. Et si on va en profondeur, c'est vrai que naturellement, il y a des terrains, il y a des espaces aujourd'hui qui sont occupés par des anciens dignitaires depuis le temps Sékou Touré qui devraient revenir en principe à l'État. Je connais quelque part à Minière ici où tu as pratiquement près d'un quartier qui appartient quand même à un ancien dignitaire sous le premier régime. Avec Conté, ça a été le cas. C'est vrai que beaucoup finalement ont quitté les fonctions, ils sont même morts. Les familles ont continué à occuper ces terrains, ces bâtiments qui appartiennent à l'État. Si on mettait fin à cette pratique depuis ces régimes précédents, je crois qu'on n'allait pas arriver là où on est aujourd'hui. Malheureusement, le laxisme et l'impunité continuent à nous... Effectivement, malheureusement, ça continue et finalement, quand même, c'est surprenant que ceux qui ont vu quand même Damaro, entre autres, sommet de quitter ces bâtiments, continue, parce qu'il y en a encore, jusque-là, il y en a encore qui attendront, peut-être qui viennent, qu'on les déloge, comme un citoyen ordinaire, alors que ce sont quand même des gens qui sont
suffisamment enrichis pour avoir des terrains, d'ailleurs parfois mieux que là où ils sont, mais ils préfèrent peut-être continuer dans ces avantages de l'État à occuper ces terrains. Malheureusement, il faudrait déjà qu'il y ait cette politique d'anticipation dans l'esprit des uns et des autres, qui sachent que une fois qu'on n'est plus aux affaires, on doit rendre. On ne doit même pas attendre qu'on te demande de rendre, parce que ce bâtiment doit revenir à d'autres personnes. Et d'ailleurs, il y en a qui sont aussi dans la fonction publique, qui sont dans les bâtiments de l'État, mais finalement qui sont retraités, ils vont continuer à y rester jusqu'au jour où on va leur dire, mais écoutez, ici c'est quand même un bâtiment de bâti public, il faudrait libérer. Et ce sont des choses qu'il faut éviter. Parce que nous, on s'offusque parfois sur la forme, mais parfois il y en a qui jouent au têtu et ils se font, on va dire, ils quittent ces lieux sur la base de l'humiliation. Et ça, il faut l'éviter. Franchement, donc il faut l'éviter, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, le ministre de l'Habitat, je parle de Ousmane Gawal, l'a précisé que tous les domaines ou tous les biens ou bâtiments occupés par les anciens dignitaires, ils doivent partir. Donc, vaut mieux qu'ils partent, comme vous l'avez dit, vaut mieux qu'ils partent avant qu'ils ne soient délogés et humiliés. Autant on peut justement saluer cette démarche quand même qui est en train d'assainir en quelque sorte l'occupation des bâtiments de bâti public pour les anciens dignitaires, pour les fonctionnaires, mais autant si ça touche d'autres acteurs qui sont peut-être des députés ou qui sont des politiques, en principe, ils doivent l'accepter. Sans doute la commission chargée de récupérer les biens de l'État, ils s'intéresseront à tout ça. Il faut préciser que cette sommation interpellative a été émise à la fois au nom du patrimoine bâti, mais aussi de l'agence judiciaire de l'État, parce que on le note, et l'agence judiciaire de l'État, pour faire le pont avec la commission interministérielle de récupération de biens, l'agence judiciaire de l'État est rapporteur il fait partie de cette équipe. Au compte de cette commission. Moi j'aurais bien voulu aussi que ces nouvelles autorités profitent, parce qu'on a quand même réclamé cela depuis des années, que ceux qui sont quand même servis de leur richesse, qui ont poussé la mer, qui ont quand même occupé les bordures de mer aujourd'hui, parce que ce n'est que dans la préhistoire qu'on peut peut-être dire que la Guinée est un pays côtier, qui poussent leur démarche jusqu'à au moins récupérer les bordures de mer qui doivent être un bien public où chacun a accès. Aujourd'hui, il faut traverser les cours pour avoir en tout cas un regard sur la mer, pour bénéficier de la brise marine. C'est dommage. Bien, c'est dommage. Je pense que cette récupération va se poursuivre sans qu'il y a même brimé les uns et les autres. Alors parlons à présent de ce communiqué. Il faut le rappeler, déjà cette décision, elle était en vigueur, elle existait, mais sauf que il y a, selon le chef d'état-major général des forces armées, il y en a des militaires qui refusent de respecter en tout cas cette mesure. Mais cette fois-ci, tout militaire qui sera pris en flagrant délit sera déféré devant le tribunal militaire. Alors, Talibé, que pensez-vous de cette décision du chef d'état-major général des armées? Est-ce une manière de redorer l'image de l'armée guinéenne, voire des militaires derrière des particuliers, des citoyens, des nantis? Justement, on se pose aujourd'hui la question. Il y a quelqu'un qui nous envoie un message et qui nous dit, un journaliste, Boubacar Bar de la RTG, salut, j'écoute votre émission de ce mercredi. Je voudrais vous dire que la loi autorise à tout ministre qui quitte son poste d'occuper le logement pendant 6 mois. 6 mois. Juste 6 mois. Ça avait fait débat. Ça avait fait débat lorsque les cas d'Amaro et autres se sont posés. Donc, ça veut dire que il y a encore à se poser des questions. Et c'est pourquoi la seule sommation interpellative, certes, est un élément de la procédure indiquée, mais encore, vous avez vu qu'il y a débat par rapport à la période de grâce dont il dispose avant de libérer ses logements. Je pense qu'il y a débat. mais nous sommes quand même on est dans une période d'exception, il ne faut pas l'oublier. Mais cela aussi ne nous amène pas à violer aussi la loi.
surtout en faisant du tort. En fait, je pense qu'il ne faut pas tout accepter, ouais. tout admettre au nom de la période d'exception. Ouais. Parce que après, ça peut... c'est des précédents. Il peut y avoir de l'extrapolation ouais. qui pourrait même toucher nos libertés individuelles et collectives. Effectivement. Donc, il faut y mettre un peu de bémol et s'assurer que il y a un effort de respect des procédures et de toutes les procédures à la matière. Bien, alors on revient sur ce sujet. Le chef d'état-major général des armées siffle la fin de la récréation. Il interpelle ces militaires qui continuent d'assurer le rôle de garde du corps des personnes physiques. Talibé. Bon, écoutez, c'est un serpent de mer. Régulièrement, et même avant l'avènement du CNRD, les autorités antérieurement s'étaient élevées contre justement cette pratique qui faisait que n'importe qui entre griffes pouvait se faire flanquer d'un agent en uniforme et davantage un militaire. Mais bon Dieu, un militaire, l'armée, c'est un corps, un corps tellement important, un corps tellement qui incarne à ce point l'État et son autorité que n'importe qui, monsieur tout le monde ne peut pas quand même s'attacher les services d'un militaire pour assurer sa sécurité. Et donc c'est une mesure qui en rappelle d'autres qui avaient été prises mais qui n'ont jamais abouti. Alors est-ce que le colonel Sadiba réussira à y mettre fin définitivement? La question on se la pose. Toujours est-il que aujourd'hui, est-ce que d'abord, dans la pratique républicaine, c'est aux militaires d'assurer la sécurité? Il a précisé, la protection des personnes physiques relève prioritairement des prérogatives de la police et de la gendarmerie nationale. Et de la gendarmerie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas respecté en soi. Et peut-être que, justement, nos militaires, pour la plupart, parce qu'ils sont nombreux qui assurent donc la sécurité de personnes, de personnalités publiques. Peut-être qu'ils ne sont pas assez occupés. Ils passent leur temps à se tourner les pouces dans les garnisons militaires et grassement payés par la suite. Ça veut dire qu'il faut peut-être pouvoir les occuper. On va continuer à en parler, mais je pense que, en fait, ce n'est pas fini. C'est pas, si je peux ajouter juste un voilà, on est malheureusement pris par le temps. Je vois la technique qui nous fait ici là-bas. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission, fidèles auditeurs. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous sommes toujours dans Talk Politique. Avant de continuer les débats, nous allons lire quelques réactions des internautes sur la page Facebook de FIM. Guinée Brodiané nous écrit: bonsoir, monsieur Bangoura et Talibé, vous faites une bonne émission. J'étais un regard sur la sécurité routière et du transport. Merci depuis l'Allemagne. Merci infiniment à vous, Ibro Yané. Et une autre réaction de Barry Alpha Cobin qui nous écrit: bonsoir à vous, les talkers. Le mal en Guinée, on s'attaque souvent à la conséquence en oubliant la cause. Sinon, quand tu n'es plus en fonction, tu n'as plus le droit de bénéficier des avantages de l'État. Donc, il faut rendre les biens de l'État. Maintenant, si tu attends jusqu'à ce qu'on vienne te réclamer, même si c'est des heures qu'on te donne, c'est que tu l'auras voulu. Merci à vous, à Khalil Traoré nous écrit également: bonsoir les grands experts, je vous écoute favorablement depuis Paris. Ces différentes réformes seraient les bienvenues, mais l'initiative prise par un gouvernement illégal pose problème. Et à mon avis, toutes ces réformes peuvent être inscrites dans nos lois et laisser l'attitude au président démocratiquement élu. Lama Bank nous écrit également: bonsoir les talkers, c'est aujourd'hui qu'un membre du gouvernement de Prague peut nous parler de la forme, pas au moment où les pauvres citoyens passaient des nuits à la belle étoile. Ce qui appartient à l'État est à l'État. Lama Bank. Voilà. Boulokada
Issa Touraman également nous écrit bonsoir mes chers talkers, nous remercions le colonel pour son engagement ferme à nettoyer complètement la fonction publique guinéenne. Seulement, nous lui demandons de libérer notre champion, le professeur Alpha Condé. La récupération des biens publics et privés de l'État était un acte salutaire. Nous lui demandons de poursuivre cette belle initiative, mais il ne faut pas que cette récupération soit particularisée. Elle doit être générale. Nous demandons à la communauté internationale de maintenir la pression sur la junte afin de libérer notre champion, le professeur Alpha Condé. Merci à vous, chers internautes. Nous allons continuer à présent le débat. Alors, Talibé, tout à l'heure, vous vous exprimiez sur ce cas de militaires qui continue d'assurer la garde. Vous allez rapidement terminer avant de donner la parole à son pari. Oui, j'étais en train d'insister sur le fait que les autorités devraient pouvoir occuper réellement nos militaires. Parce que, comme le communiqué le rappelle, la police et la gendarmerie sont chargés de la sécurité en zone urbaine et en rase campagne. Alors, on n'est pas en temps de guerre, même si la Guinée est impliquée dans des missions de maintien de paix à l'étranger, mais aussi une armée nationale, ça dissuade des velléités d'agression à partir de l'extérieur. Mais il faut que ces militaires-là soient occupés. Peut-être que l'autre pan ou l'autre angle du rappel fait par le chef d'état-major, c'est que vous vous rappelez, aux premières heures de la prise de pouvoir par le CNRD, des communiqués avaient été diffusés pour demander à tous les militaires de rester en cantonnement, de rester donc dans leurs différentes garnisons où des contrôles devaient être faits pour s'assurer de la présence des uns et des autres dans les différentes garnisons comme cela les est indiqué. Alors, est-ce que justement ces militaires qui sont affectés ou qui se sont affectés eux-mêmes ou par le biais de certains de leurs chefs, parce que c'est une opération de marchandage aussi. C'est-à-dire que moi je suis commandant, j'ai des militaires qui ne sont pas occupés, je vous en affecte et à la fin du mois, vous payez forcément quelque chose. C'est clair. Et je partage cet argent avec ces militaires. Donc il y a une sorte de marchandage, c'est une opération justement financière qui permet à des commandants et autres responsables de l'armée d'en profiter. Mais ces militaires peuvent représenter une sorte d'éléments incontrôlés au niveau de l'armée. Parce qu'ils ne sont pas en cantonnement comme le plus grand nombre. Donc, si vous voyez le nombre de personnalités ayant chacun un militaire derrière eux, vous faites la somme de ces... c'est-à-dire que vous additionnez ce nombre de militaires, peut-être que vous aurez une ou deux garnisons sous la main. En tout cas, une bonne équipe. Voilà, une équipe importante ou des équipes importantes donc sous la main. Ça veut dire que ces éléments-là, en ces temps de méfiance, en ces temps d'incertitude, parce que Badik nous disait ce matin que c'est une forme de pieuvre que le colonel est en train de combattre. Qui sait si cette pieuvre ne va pas se reconstituer et vouloir déstabiliser le régime. Donc, avoir des éléments détachés comme ça, auprès, s'il vous plaît, aussi, de ministres qui ne sont plus en fonction. Parce que même quand vous avez quitté vos fonctions, ces militaires, ces fameux gardes-corps, vous collent à la peau, ils ne veulent pas vous quitter. C'est comme si c'était la famille. Voilà, c'était une sorte de source, c'est une sorte de revenu dont ils ne veulent pas être privés en retournant au camp, à ne rien faire pour attendre que leur salaire. Donc ça veut dire que c'est une opération qui est importante. Elle implique des raisons de sécurité, des raisons de maîtrise, de contrôle réel de l'ensemble des effectifs de l'armée. Parce que même si on se pose des questions sur les effectifs réels de cette armée, parce que vous savez que il y a une question de pléthore, de surnombre, de sureffectifs. Tout cela parfois peut être entretenu par des gens qui ont intérêt à toucher les salaires de gens qui n'existent pas ou qui sont même décédés. Bien, voilà son paréant. Que pensez-vous de cette démarche du chef d'état-major général des armées? Je posais la question, est-ce une façon de redorer l'image de l'armée guinéenne ou de mettre main sur l'armée? Je crois qu'il faut souligner que depuis un certain temps, on évoque cette réforme de l'armée.
et surtout faire en sorte que cette armée soit efficace dans la lutte contre l'insécurité qui s'impose, qui s'abat sur notre pays. C'est dommage que jusque-là, après toutes ces annonces qui ont été faites, on continue quand même à voir ces militaires derrière ce n'est pas que les ministres, derrière des privés, et surtout parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, il y a des stations, il y a des pharmacies, il y a même des structures, des supermarchés qui sont quand même gardés par ces hommes en tri. Et donc, quelque part, on s'est dit que, comme Talib l'a souligné, c'est une source de revenus qui était en place et qui les permettait donc d'arrondir leur fin de mois. Mais au-delà, c'était aussi quand même, on va le dire ainsi, une bonne organisation, en quelque sorte, qui était entretenue et ficelée par certains responsables au niveau des forces de l'armée, qui détachaient quand même quelques hommes en uniforme dans des structures qui les rapportaient. Et finalement, ça devient en quelque sorte comme une tontine que ces gendarmes ou que ces militaires vont ramener au chef. On a même vu ici des communicants qui ont bénéficié des gardes des militaires. C'est évident que l'insécurité à un moment donné, il y a quand même des communicants qui en avaient besoin, peut-être pas forcement des hommes en uniforme. Et qui en étaient même fiers d'avoir des militaires derrière. Qui le montraient parce qu'il faut le dire, à un moment donné, la scène politique avait pris une certaine violence qui faisait qu'il y a certains qui, s'ils s'hasardaient à marcher seuls, ils pourraient se faire lyncher à tout moment. Et ça, c'est une évidence. Mais il faut surtout souligner aujourd'hui qu'il y a beaucoup donc, de militaires qui pratiquement qui ne savent plus où ils relèvent. Pratiquement qui sont des électrons libres dans la société qui passent leur journée à la maison, parfois entre amis. Et après, tu te demandes en quelque sorte pourquoi on le paye. Pourquoi il perçoit son salaire? Pourquoi il est dans l'armée? Alors qu'au même moment, on évoque une certaine insuffisance, une certaine incapacité d'assurer la sécurité dans certaines zones. Vous voyez des cambistes, des personnes qui se font en longueur de journée agresser, attaquer, alors qu'il y a quand même il y a une organisation qui devait s'imposer pour que ces militaires puissent de temps en temps faire des tours pour assurer la sécurité. Utile, mais malheureusement, ça devient budgétivore et après, on voit qu'ils sont dans les quartiers, ils n'apportent pas grand-chose en termes de sécurité interne. Et puis, ça devient en quelque sorte une poste pour rentrer dans l'osivité. Parce que la plupart, s'ils ne savent pas quoi faire, finalement, ils préfèrent se mettre derrière des hommes qui peuvent être des sources de revenus. Et c'est regrettable. Et c'est regrettable. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On va à présent nous intéresser à ce autre sujet qui concerne, s'il faut le dire comme ça, à l'assassinat d'une femme. Un militaire serait derrière cet assassinat. Et pour en parler, je l'avais d'abord annoncé en début de cette émission. Madame Yari Touré, mère de famille, aurait été tuée par son beau-frère qui était militaire du bataillon Gangan, qui était de retour de mission au Mali. Alors, pour comprendre le contour de ce problème, nous avons en ligne Monsieur Nabi Laye Moussa Souma. Il est activiste de la société civile, mais également cousin de la défunte. Bonsoir, Monsieur Souma. Bonsoir, monsieur. Voilà, ça va, merci. Alors, on va rapidement revenir sur ce qui s'est passé, comment votre cousine a été tuée. Ok. La journée du samedi, le 4 décembre 2021, dans le quartier Maki à Touré, ma cousine, le matin, son beau-frère qui était venu le voir pour lui servir à manger. On lui a servi, ma cousine lui a servi à manger, il avait mangé son plat à 12 heures, après il est sorti. Par après, maintenant, le jeune revient à 14 heures pour réclamer son plat de riz. Ma cousine répond, il dit, le riz qui est là maintenant, c'est pour ton grand frère. Il n'y a plus beaucoup de riz maintenant, c'est pour ton grand frère. Il dit, ok, moi je vais manger ça. Ma cousine dit, il n'y a pas de problème, comme c'est pour ton grand frère, tu peux manger. Maintenant, le gars en question rentre dans sa chambre, et ressort avec un fusil. Et puis, il engageait le fusil. Ma cousine dit, dépose le fusil, on ne joue pas avec le fusil. Le fusil, on ne joue pas avec le fusil. Maintenant, il a engagé le fusil, il a tiré sur le ventre de ma cousine.
D'accord. C'est comme ça le cas s'est passé. Ouais. Et depuis, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il a été... Nous apprenons qu'il a été interpellé. Oui, il a été interpellé hier. Lorsque le cas s'est produit le lundi, nous avons dépêché mon ONG, Coordination des jeunes cadres volontaires pour le futur, dont je suis le président fondateur. Il y a une équipe qui était partie au niveau du PM3 pour informer les autorités. Et aussi, moi, je suis parti au niveau de la DPJ pour porter une plainte. Au niveau de la DPJ. Lorsque j'étais à la DPJ, on m'a appelé que j'ai envoyé le monsieur en question au niveau de PM3. Est-ce que... Allez-y. Oui, je suis quitté au PM3 maintenant pour venir voir si réellement le monsieur en question était là-bas. J'ai trouvé le monsieur, il était assis en garde à vue, et puis innocent. Il s'est fait innocent. Il s'est fait innocent. Comme il n'a rien fait. Vous voyez, comme il n'a rien fait, il s'est fait innocent. J'ai demandé, le monsieur qui détient le dossier, un certain Conté, Abjilan Conté, je l'ai demandé, j'ai dit, monsieur, ce que le monsieur l'a fait à ma cousine, regardez comment il est maintenant là, il est avec les autres détenus, comme il n'a rien fait en fait. Est-ce qu'il s'est... Ils m'ont dit... Allez-y. Oui. Le monsieur qui détient le dossier, il m'a répondu, il dit pourquoi ils ont pris le monsieur en question. Parce que pour ne pas que les jeunes menacent le jeune dans le quartier. C'est la raison pour laquelle on a pris le monsieur en question pour sa propre sécurité. C'est la raison pour laquelle je l'ai demandé un peu. Il dit qu'ils n'ont pas porté la plainte là-bas. J'ai dit, ok, vous n'avez pas porté la plainte. Moi, j'ai déjà déposé ma plainte au niveau de la DPJ. Qui est le commandant de la région qui a envoyé le monsieur là-bas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Demain, nous allons amener notre plainte pour porter plainte contre le monsieur. Nous allons suivre les procédures judiciaires. D'accord. Et donc, le monsieur en question, il est toujours au PM3, c'est ça? Oui, bien sûr, il est toujours au PM3. Et donc, pour vous, on l'a mis là-bas pour le mettre à l'abri des représailles des habitants du quartier. Mais pour vous, il n'est pas là-bas un peu en détention préventive par rapport au fait qu'il lui est reproché. Bien sûr, parce que lorsque j'ai été là-bas, lorsque j'ai vu la situation, parce que ce n'était pas une situation qui est prise au sérieux. Vous voyez, non, la manière dont j'ai vu là-bas, ce n'est pas une situation qui est prise au sérieux. Un monsieur qui a pris un fusil et tiré sur un être humain, vous voyez, non. Et puis on me disait là-bas que le jeune n'a pas fait par espèce selon l'explication du jeune. J'ai dit, ok, la justice va nous séparer. Maintenant, la justice va nous séparer. Maintenant, au niveau de la famille, parce que c'est quand même une femme mariée, quelle est la réaction de son mari, par exemple? Oui, comment la famille réagit? Depuis le cas, jusqu'à présent, on n'a pas vu aucune famille, aucun membre de sa famille venir chez nous pour saluer. Et son mari? Qu'est-ce que son mari fait dans tout ça? Son mari n'a rien fait depuis le début. Son mari n'a rien fait. Il est au niveau du côté de son mari. Parce qu'il dit il a peur des gens pour ne pas que le problème s'aggrave. Nous, que le problème s'aggrave. Hier, il y a d'autres, les membres de notre famille, d'autres sont dépêchés pour partir voir chez eux là-bas. D'autres, là-bas, il y a les gens, on retrouve, qu'est-ce qu'ils disaient, on m'a informé, on me disait que lorsqu'ils ont été là-bas, il y a les vieilles femmes qui disaient, en France, qu'il est mort, elle est morte, c'est fini. Donc, ça veut dire d'abandonner le dossier, c'est ça? D'abandonner, oui. C'est ça qu'il veut. Oui, Monsieur Souma, dites-nous, ce militaire, parce qu'on nous dit qu'il venait de rentrer du Mali, où il était en mission. Est-ce que c'est vrai? Oui, il était en mission au Kidal. Il vient de rentrer. Il y a longtemps, il est rentré depuis quand? Depuis combien de temps à peu près?
Je pense qu'il est rentré le jeudi, je pense. Ça n'a pas duré. Bien. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent au niveau de la famille? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avant? Voilà. Est-ce que déjà on le trouvait menaçant depuis son retour? Et deuxièmement, il a utilisé quel type d'arme? Est-ce que c'est un fusil local ou bien c'est une arme de guerre, une arme automatique? C'est TT-30 pistolet. Bien. Voilà. Oui, si je peux bien comprendre, est-ce qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la famille? Il n'y avait pas des antécédents? Non, il n'y a aucun problème entre le monsieur et ma cousine. Parce que hier même, moi, j'ai échangé un peu avec le monsieur en question. Il me dit qu'il ne comprend pas ce qui lui est arrivé, que tout le temps, depuis qu'il est venu du Kidal, dans le quartier, tout le monde lui disait, ma cousine, ton mari est venu maintenant, tu es dans le foyer maintenant, tu es dans ton foyer conjugal maintenant. Bien. Ça que le jeune m'a informé. Oui. Est-ce que, dites-nous, quand il a tiré sur votre cousine, est-ce qu'elle est décédée sur le champ ou bien qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsqu'elle a reçu la balle. Oui, lorsqu'elle a reçu la balle, 3 jours après, elle arrive là. Vous l'avez amenée à l'hôpital? Elle est décédée à l'hôpital ou à la maison? Oui, elle est décédée à l'hôpital Niasdi. Bien. Est-ce que l'enterrement est déjà fait? Non, l'enterrement n'est pas fait. D'abord, nous attendons, ils ont dit, les autorités disent qu'ils vont faire des autopsies pour voir un peu la situation. Et le corps est dans quelle morgue, quel hôpital? Niasdi. Bien. D'accord. Et peut-être une dernière question, maman. Une dernière question. Est-ce que vous avez été rencontrer des responsables militaires ou en tout cas des autorités, à part la plainte que vous avez déposée à la DPJ? Est-ce que vous avez cherché à rencontrer des autorités administratives, politiques ou militaires? Oui, depuis le cas s'est produit le lundi. C'était le lundi vers la soirée. Moi, la nuit, on m'a appelé. Lorsqu'on m'a appelé, j'ai essayé de rentrer en contact avec Moussa Hiro, avec d'autres responsables des ONG. Je les ai dit, comme étant activiste, aussi nous sommes dans les mêmes combats, je les ai dit de me soutenir pour que nous puissions faire le combat ensemble. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Souma. Merci. Voilà, c'était notre premier invité dans cette émission. Nous allons observer une pause et on revient juste après avec l'invité dans un bâton rompu. Après la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, une commission interministérielle qui sera chargée de récupérer les biens de l'État a été mise en place mardi par le président de la transition. Quelles sont les catégories de biens dont dispose l'État? Quels sont ceux qui doivent être récupérés? Les ministres sont-ils en principe ceux qui sont censés exécuter cette décision? C'est entre autres questions que nous allons poser à notre invité. Il s'agit de M. Samoura, Moussa Samoura. Il est juriste. Il est notre invité dans à bâton rompu. Avant de donner la parole à notre invité, nous allons lire rapidement ces quelques réactions des internautes. Bonsoir M. Bangoura et à tous les talkers. Je demande à la justice pour cette dame assassinée. C'est vraiment triste qu'elle l'accueille dans son royaume éternel. Amen. C'est Kerno Abdoul Baldé depuis Lambagny. Nous avons une réaction de Abdul Hamid Diallo. Bonsoir. Je demande au président de la transition de lutter énergiquement contre l'impunité, mais aussi l'injustice chronique qui gangrène, voilà, en Guinée. Bari Abdoulaye Fugumba nous écrit également: bonsoir à Talk Politique. Il y a trop de crimes dans ce pays. Je me demande de nos jours qu'est-ce que les gens consomment pour avoir le courage de violer, maltraiter ou et tuer. Le gouvernement doit prendre des mesures pour ça. Une dernière réaction de la part de Ourikuru Diallo qui nous écrit: bonsoir les talkers et à vos millions d'auditeurs. Chacun à son tour chez le coiffeur. Hier c'était les habitants de Caporail. Aujourd'hui la part
page est tournée. Seul le pouvoir de Dieu est éternel. Merci infiniment à vous, chers internautes. Rapidement, je ne sais pas si vous avez un mot à placer à vous, Talibé, par rapport en tout cas à cette scène. Nous apprenons qu'une femme a été assassinée par un militaire qui rentre d'une mission à Kidal. Oui, c'est ce que nous a expliqué M. Souma. C'est absolument sidérant et révoltant. Et on ne peut pas comprendre que fut-il un militaire qui a ouvert le feu et qui a tué donc sa belle-sœur, puisse traiter de façon aussi... on n'est pas là à lui dénier des droits, à donner des droits à ce militaire. Mais en attendant, il est présumé auteur d'un acte qui a ôté la vie à une personne. Et donc, si ce que M. Souma nous dit est vérifié, c'est-à-dire que le monsieur, le militaire en question, est dans les locaux du PM3 et on lui explique qu'il n'est là que parce qu'on veut le mettre à l'abri d'une sorte de vindicte populaire dans son quartier et non pas en détention provisoire ou en tout cas pour le fait qu'il est accusé d'avoir commis, ce n'est pas compréhensible, d'autant que ça s'est produit le samedi. Depuis le samedi. Ouais. Nous en sommes à combien de jours et jusqu'à présent, il n'y a aucune évolution. Ouais. Et on est obligé d'appeler des ONG pour qu'une suite soit donnée à une telle affaire. Qu'a fait la DPJ depuis que cette plainte a été déposée? Ouais. Et si tel est que ce monsieur est encore au PM3, qu'est-ce qu'a fait donc la DPJ pour que des dispositions soient prises afin de l'arrêter et de le mettre en lieu, c'est-à-dire à l'endroit où il devrait être au regard de ce qui lui est reproché. Ouais. Donc ce n'est pas normal en soi. Et normalement, le chef de quartier de, je sais pas, de Dabondi ou de Makiatouri, voilà, le chef de quartier, le chef de secteur, le maire, tous devraient se mobiliser. Oui. Justement, voilà, entre autres, le rôle d'un maire que de rester assis dans leur bureau en train de regarder France 24 et autres choses. Voilà, rapidement, est-ce que cela ne relance pas un peu la question? Parce que si vous écoutez le monsieur, on essaie de nous faire comprendre que ce n'est pas volontaire ce qui est arrivé, mais on nous apprend que le monsieur rentre d'une mission. Si on parle de mission, il quitte dans un champ de bataille. Est-ce que ça ne relance pas un peu la question sur le côté psychologique que ce monsieur peut avoir? Moi, de bout en bout, je suis révulsé par ce que le témoignage donc, de notre invité, qui dénote quand même que c'est sur la base quand même d'une certaine légèreté qu'il a pu commettre qu'il a pu tuer cette dame. Et surtout, quelqu'un qui vient, il mange, il retourne, 2 heures après, il vient demander encore à manger, après il sort de la maison et avec une arme qu'il tire. C'est quand même trop simpliste, à mon avis, pour pouvoir le comprendre. On a vraiment besoin d'explications. Donc, sincèrement, à mon avis, si c'est comme ça que ça se passait, c'est quand même une menace qui est encore là. Ouais. Si quelqu'un est capable donc de tuer de façon banale comme ça veut dire que celui-là, même quand il va ressortir, il devient encore une autre menace pour ses citoyens. Ouais. En plus, quand même, je regrette le fait qu'il y a une banalisation de la mort quand même d'une dame, une mère de famille. En plus, on me parle même au niveau de la famille. Ouais, ben son mari, on est en train de tomber dans la fatalité. Parce que j'ai appris que son mari a demandé. Sa belle famille. Son mari a demandé à pratiquement indifférente. Son mari a demandé à ce qu'on fasse taire le problème pour ne pas que son frère soit radié de l'armée. Incroyable. C'est ce qu'on a. Sincèrement, c'est écœurant. Ça ne revient même plus à son mari de défendre, d'ailleurs, parce que ça, c'est quand même un crime. Oui. C'est un crime qui est là. Et donc, finalement, les autorités, comme Talibé l'a dit, doivent se saisir, parce que là, c'est une menace. Ce monsieur, il peut ressortir au-delà de cette dame aujourd'hui qui est morte, d'autres personnes... Le procureur de Mafanko, je pense, dont relève... justement, le procureur devrait s'en saisir pour que cela aille dans le sens souhaité et que justice soit faite. Et cela pose la question justement de ces militaires qu'on envoie justement en zone de guerre, en zone de conflit, qui vivent des traumatismes et peut-être même pour certains, pour tenir justement la dureté de l'opération dans laquelle ils sont engagés, parfois prennent même des stupéfiants. Bien. Donc quand ils sont rentrés, normalement il doit y avoir
une prise en charge psychosociale pour évaluer justement les risques qu'il pourrait représenter si jamais il passe par des périodes de dépression. Tout cela devait être systématiquement fait. Parce qu'imaginez, on nous dit qu'il est rentré seulement jeudi. Le jeudi. Et le samedi, il est passé à cet acte ignoble. Mais je ne crois pas qu'il soit possédé en quelque sorte. On ne sait pas. Je pense que c'est important. Quand on ne parle pas de possession, il est pas. Parce que là, c'est ce chemin que la famille est en train justement d'aller. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Vous pouvez continuer les débats chez vous, fidèles auditeurs. À présent, nous allons donner la parole à notre invité. Il s'agit de Monsieur Moussa Samoura. Il est juriste. Avec lui, nous allons parler de la création de cette commission chargée de récupérer les biens de l'État. Pourquoi pas aussi évoquer cette CRIEF. Bonsoir à vous, Monsieur Samoura. Bonsoir, Monsieur Bangoura. Bonsoir à vos invités. Bienvenue dans cette émission. Merci, c'est un plaisir. Alors, on s'intéresse à un juriste aujourd'hui parce qu'on aimerait bien être éclairci autour de ces différentes créations. On nous parle de la CRIEF. Maintenant, c'est une commission chargée de récupérer les biens de l'État. D'abord, que pensez-vous? Quelle lecture faites-vous de cette création? Comment vous l'appréciez? Merci de cette belle question. Et ce qu'il faut préciser, prime abord, c'est que la CRIEF a été créée par une ordonnance, en principe en droit qui relève du domaine de la loi. Mais puisque nous sommes dans une période exceptionnelle, je crois que l'excuse peut être trouvée. Et peut-être éventuellement que la question fera l'objet de débats au sein des CNT pour donner la forme juridique beaucoup plus légitime. Je crois que la réalité exige peut-être, comme le colonel Mamadi Doumbouya est dans la logique de ses engagements depuis la prise du pouvoir le 5 septembre passé, moi je crois que c'est dans cette logique de moralisation et pourquoi pas récupération des biens des derniers publics qui ont été vraiment détournés de façon parce qu'il n'est sorcier pour personne, il n'est secret pardon pour personne dans notre pays que nous avons traversé des moments vraiment de véritables pillages des derniers publics dans ce pays-là. Ça, c'est vraiment, c'était devenu monnaie courante. Parce que c'était tout le temps relevé, comment dirais-je, dénoncé par la presse, ci et là. Alors, je crois que si on met en place une telle institution répressive, parce que, et précisons que la Guinée, les institutions répressives, au point de vue, c'est-à-dire que relative au détournement des derniers publics, n'existait pas. Pratiquement, c'était des institutions d'investigation. C'est-à-dire qui mènent des enquêtes, les corps de contrôle, et documentent et puis ils remettent acquis de droit. Mais la répression, ça n'existait pas. Or, les institutions de répression ont double avantage. Le premier avantage déjà, c'est la mesure dissuasive. Parce que les éventuels coupables, chassant que ces institutions existent, ça les pousse, ça les dissuade déjà à commettre ces éventuels détournements. Ça, de deux, quand il est commis aussi, ces institutions servent aussi à vraiment non seulement récupérer les biens de l'État, mais à punir aussi ceux qui sont derrière ces différents détournements. C'est pourquoi on ne peut que... C'est un acte salutaire, il faut le dire. C'est un acte salutaire, comme je l'ai dit, et exceptionnellement, il faut l'accepter parce que nous sommes dans la transition, mais éventuellement, ce qui serait souhaitable, pour donner beaucoup plus de légitimité, de légalité à ces institutions, je crois qu'ils doivent faire l'objet des lois. Et puis voilà, pourquoi pas dans les constitutions. Alors, il y a eu une ordonnance additive qui a donc, disons, attribué à la Cour de répression des prérogatives de la Haute Cour de justice. Est-ce que pour vous, cela était nécessaire? Parce que au sortir de la première ordonnance, beaucoup étaient restés quand même dans l'expectative par rapport au champ d'action, à la période couverte par cette cour. Est-ce que parce que justement ces dispositions additives désormais disent que nul n'est à l'abri de poursuites de la part de la CRIEF? Je crois que oui, c'était nécessaire parce que je crois que c'est la motivation d'ailleurs pour la mise en place de cette institution. Parce que comme vous n'êtes pas sans savoir que si cette compétence n'était pas ajoutée à la compétence de la CRIEF, c'est-à-dire éventuellement les avocats de ces anciens dignitaires peut-être qui pourraient être éventuellement, je dis présumés, éventuels coupables, pouvaient soulever ce qu'on pourrait appeler l'exception d'incompétence au cours de ces procès. Pour dire que la CRIEF n'est pas compétente de connaître
de juger ces personnes parce qu'ils bénéficient de ce qu'on peut appeler l'immunité et des privilèges des statuts, liés à leur statut. Alors, je crois que le colonel a pu faire ce qu'on peut appeler une pierre deux coups, c'est-à-dire non seulement déjà pour éviter aussi l'inflation institutionnelle, parce que nous sommes dans une période exceptionnelle, il faut minimiser les dépenses, entre autres. Pourquoi? Comme il l'a fait, d'ailleurs, ce n'est pas une première, parce que vous l'avez vu aussi, il a pris une ordonnance transférant la compétence de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, bien avant la prestation de serment. On a vu cela. C'est qui loge à la Cour suprême, une chambre constitutionnelle. Effectivement, ça aussi, ce n'est pas une première d'ailleurs. Nous l'avons vu qu'au temps de Conté. Précédemment, c'était le cas. Il y avait la chambre administrative et constitutionnelle qui se prononçait sur ces questions constitutionnelles qui relevaient de la Cour constitutionnelle. Alors, je crois que effectivement, c'est nécessaire parce que tout simplement, ils veulent, je crois que ça témoigne la volonté de ces dirigeants d'aller jusqu'au bout peut-être de leur engagement à traquer les biens mal acquis et non seulement à moraliser la vie publique de notre peut-être, je ne vais pas moraliser la parole, mais certains se posent la question de savoir qui doivent composer cette cour de sorte à lui assurer le maximum de moyens et de compétences humaines, mais aussi le maximum d'indépendance par conséquent. Bon, je crois qu'ils ne se sont pas prononcés sur les critères de choix par rapport, tout porte à croire quand même que justement vous, qu'est-ce que vous pensez? Bon, non seulement déjà, compte tenu du trempe de l'institution, il faudrait quand même que ça soit des hommes aguerris. Il faut des hommes très aguerris au point de vue magistrat, au point de vue magistrature, c'est-à-dire au point de vue justice, au point de vue intellectuel, au point de vue de la compétence, et surtout qui peuvent être à l'abri de toute tentation. La probité morale, effectivement, le parcours, c'est très important parce que c'est pas les personnes qui doivent éventuellement être interpellées. Je pense bien que ça ne serait pas les moindres, certainement. Alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les gens certainement qui auront les moyens. Parce que c'est pourquoi d'ailleurs il faut ces personnes qui doivent composer. Est-ce que vous avez un ou deux noms de magistrats en qui vous avez confiance et qui pourraient bien être... Non, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain parce que je ne connais pas trop les rouages de la magistrature. Mais je sais que le moment venu, ils sauront trouver la personne indiquée. Bien, alors parlons à présent, on est toujours dans le même siège, mais parlons à présent de cette commission interministérielle qui sera désormais chargée de récupérer les biens. Parlons de sa composition. Elle est composée, si je ne me trompe, de 6 ministres. 7 ministres, y compris le ministre secrétaire général à la présidence, plus l'agent judiciaire de l'État. Comme rapporteur. Oui, comme rapporteur. Quelle analyse faites-vous de cette composition? Bon, d'abord, permettez-moi de signaler d'abord une anomalie qui était chronique dans notre pays. Nous avons constaté que dans notre pays, c'est les populations qui sont devant l'État en termes de monial. Dans le cadre de l'urbanisation. Beaucoup en avance. C'est pourquoi l'urbanisation dans notre pays est très anarchique. Très anarchique. Alors que c'est l'État en premier lieu qui doit d'abord viabiliser les domaines, enlever la part de l'État, indiquer les lieux publics, mettre les sanitaires sociaux et de base, sociaux de base. Après maintenant procéder à la vente ou à la distribution. Mais tel n'est pas le cas. L'État vient toujours après la population. Ça amène toujours des victimes. On a assez de victimes collatérales parce que des fois les gens sont victimes sans le savoir d'ailleurs de quoi ils sont. Ils sont mêlés. Parce qu'un citoyen qui vient acheter un terrain dignement, vous allez voir qu'il a tous les papiers. Mais celui qui l'a vendu, lui qui l'achetait, il ne savait pas que c'est un domaine de l'État. Alors aujourd'hui, dire qu'on va récupérer les domaines de l'État, c'est quelque chose de salutaire. On a dit les biens de l'État. Les biens de l'État, pardon. Justement, mais y compris. Pour vous, c'est quoi ces biens de l'État? Bon, je crois que l'ensemble, les biens de l'État, c'est tout ce qui relève c'est-à-dire du domaine public. Tout ce qui relève du domaine public, que ce soit maison, que ce soit terrain, que ce soit des engins, entre autres, tout ce qui relève du domaine public est le bien de l'État, non marchandable bien entendu. Parce qu'il y a des gens aussi qui parlent souvent aussi des biens, c'est-à-dire soi-disant que je l'ai acheté. Mais il y a des biens qui sont pas vendables. Il y a des biens qui ne sont pas vendables, surtout quand la destination du bien est connue. Vous comprenez? Quand la destination du bien est connue, alors on ne peut pas se larguer derrière une soi-disant transaction
commercial pour dire que je l'ai acquis dignement. C'est les biens inaliénables. Voilà, c'est les biens inaliénables. Effectivement, le mot est bien dit. C'est les biens inaliénables. Par conséquent, l'État peut le récupérer à tout moment. Tout ce qu'on peut suggérer par rapport à la récupération de ces biens de l'État, c'est de mettre la forme. Il faut y mettre la forme. Est-ce que vous pensez que cette commission devrait être encadrée par justement des juristes, en tout cas un texte, en tout cas quelque chose, un texte qui doit préciser les prérogatives, moi je crois que c'est nécessaire. Le mode opératoire. Je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour éviter les éventuels abus. Et c'est vrai que vous l'avez parlé des différents ministères. Justement. Et effectivement, parce que ça relève de leur domaine. Oui, ok. Parce que d'aucuns estiment qu'il y a le patrimoine bâti qui est là, il y a l'agent judiciaire qui devrait s'en occuper. Pourquoi mêler les ministres et tout? Bon, mêler les ministres, peut-être que c'est une manière aussi de donner beaucoup plus d'importance par rapport à la nécessité de récupération. Parce qu'il faut en finir une fois pour toutes avec ces questions qui sont très récurrentes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2008, le problème était posé au temps de la transition du président Dadis, capitaine Dadis. Ça avait été soulevé. Ils avaient même commencé à certaines récupérations, entre autres. Après 2010, on rappelle de la ferme de Diallo Sadaka. Voilà, vous le savez. Voilà, pendant tout le temps du régime du professeur Alpha Condé, on ne parle que ces questions de biens. À un moment donné, c'était devenu tellement politique. Chaque fois qu'on voulait menacer l'adversaire politique et autres, là, on soulève quelque chose. Bon, c'est question de biens. C'est pourquoi, si vraiment cette fois-ci la gente a la volonté, avec la forme, comme je l'ai dit, de mettre fin à cette question une fois pour toutes, pour que désormais, que vraiment qu'on ne soit plus amené à vivre ces questions de biens de l'État. Mais surtout, ce qui est plus important, il faudrait que nos autorités, que ce soit ceux-là et ceux qui viendront après, c'est-à-dire qu'ils apprennent à anticiper sur les populations. Avant l'installation des citoyens. Parce que pour ne pas vous couper, si vous regardez la route Koya-Kindia, le long de la route, de part et d'autre, est complètement vendue. Complètement. C'est vendu, ce n'est pas viabilisé. Les citoyens envahissent les lieux et après maintenant, les autorités viendront. Voilà, on vient maintenant, il faut déguerpir. Et vous allez voir que quelqu'un, ce qu'il a cherché pendant 20 ans, il est parti investir dans une maison où il loge avec sa famille. On dit que ça ne vous appartient pas. Il faut démolir. Vous avez vu comment les démolitions ont eu lieu il y a 2 à 3 ans de cela, avec les personnes, c'est-à-dire que c'était vraiment regrettable. Bien, voilà. Je ne sais pas si Iris, vous avez une question pour je voulais savoir, par exemple, parce qu'on est dans une période d'exception, vous l'avez dit, est-ce que ceux qui seront visés par rapport à cette démarche pourront faire recours pour dire que c'était la période d'exception et donc ramener la justice à encore faire face à cette situation. Ok, après c'est-à-dire ceux qui seront victimes de la dépossession de effectivement, biens. Puisque ça se passe sous transition, est-ce qu'ils ont peuvent après revenir pour demander que la justice s'occupe parce qu'ils se sentent... Bon, c'est pas une question de transition pour cela. À tout moment, quand vous vous sentez léger dans vos droits, vous pouvez réclamer. Vous pouvez réclamer justice. Mais ce qui reste clair, tout acte qui va être posé maintenant là, on ne peut pas parler de questions de transition pour ça parce que l'État c'est une continuité. C'est une continuité et en plus, même les institutions qui doivent continuer après, c'est pendant la transition qu'on va mettre ces institutions. Alors ça ne pourrait pas être un... Moi, la question justement que la question de Sampare soulève, je parlais de mode opératoire. Est-ce que cette commission interministérielle va tout simplement examiner les différents cas et les mettre à la disposition de la justice qui va examiner ces cas et rendre des décisions et comme ça on aura mis une forme judiciaire à la chose, ou est-ce que cette commission, lorsqu'elle a estimé que tel domaine appartient à l'État et qu'il faut en déposséder les occupants, on doit passer immédiatement à l'action? Est-ce que la justice devrait être celle qui agira dans le sens de la récupération et non la commission interministérielle? Non, dans les conditions normales, moi je me dis que le rôle de la commission interministérielle, c'est d'identifier les domaines de l'État. Voilà son rôle. Il ne s'agit pas d'aller vaille que vaille, prendre. Non, c'est d'identifier. Et voir s'il y a nécessairement, s'il y a des contentieux, il faut transférer les contentieux au niveau de la justice. Si je possède, j'occupe un domaine de l'État, cette commission m'interpelle pour dire que monsieur, là où vous vous occupez là, c'est le domaine de l'État. Moi, je dis, voilà mes papiers légalement établis. Le contentieux est né.
À partir de là, le contentieux est né. Ils n'ont plus le droit de me retirer pour le moment. Maintenant, il s'agit maintenant de m'amener devant les juridictions compétentes maintenant pour trancher. C'est ça. On ne peut pas retirer. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la forme. Et effectivement, c'est pourquoi d'ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est nécessaire de les encadrer dans ce cadre-là. Parce que, et pour le moment, vous n'avez pas entendu les militaires ou les gendarmes derrière eux, s'il faut dire. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas une décision de justice à exécuter. Ce n'est pas pour rien que le ministre de la Sécurité est président de cette commission. Oui, je suis d'accord. Oui, mais les militaires ou les gendarmes, les gendarmes ou les policiers ne devaient agir qu'en application d'une décision de justice. Si éventuellement il y a est-ce que le ministre de la Sécurité devrait forcément en être le président à la place du ministre de l'aménagement du territoire et de la ville? Bon, si on me le demandait, j'aurais préféré le ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. Voilà, nous sommes malheureusement pris par le temps. Franchement, on aurait aimé passer un peu plus de temps avec vous. Je pense qu'on aura une nouvelle fois une occasion. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission, monsieur Samoura. Merci d'être passé dans cette émission. Nous sommes pratiquement pris par le temps. Est-ce qu'on va accorder une ou 2 minutes à nos auditeurs pour qu'ils s'expriment et aussi sur ce sujet concernant l'interdiction faite aux militaires d'assurer la garde des personnes physiques. On va donner la parole aux auditeurs dans Ils ne s'en foutent pas. On a un auditeur au bout du fil. Bonsoir. Allô, est-ce qu'il est là? Bien sûr, il est là. Bonsoir. Malheureusement, nous avons perdu le contact avec cet auditeur. Appelez-nous sur le 81 85. Voilà, un auditeur. Bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à mon grand frère Talibé Bari. Bienvenue à vous, M. Diallo. Merci, M. Bangoura. Encore une fois, la décision que vient de prendre le colonel Doumbouya, c'est une décision salutaire. Oui, en tant que citoyen guinéen, c'est salut cette décision. Parce qu'on voyait ici n'importe quelle personne en train de prendre un garde-corps. Moi, je pense que ce n'est pas normal dans ce pays. L'État est là pour sécuriser tout le Guinée. Merci. S'il y a sécurité partout, ce n'est pas important de prendre une sécurité derrière chaque personne ici. Merci infiniment à vous, M. Diallo. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.